Comment investir en bourse? Eh bien, bienvenue dans ce tutoriel complet où on va tout voir ensemble. Donc d'abord, on va mettre la présentation de la vidéo juste ici. Vous avez les différents timecodes. En premier point, on verra qu'est-ce que c'est que la bourse, puis qu'est-ce qu'une action, une obligation et un ETF. Ensuite, on verra quel support utiliser pour investir en bourse, puis quels sont les risques de l'investissement boursier. Et en dernier point, je vous partagerai ma méthode d'investissement. Donc on est parti tout d'abord pour définir rapidement qu'est-ce que c'est que la bourse. Et bien c'est tout simplement un marché financier sur lequel s'échangent des titres financiers. Donc des titres financiers, qu'est-ce qu'on a en bourse? On va avoir tout d'abord les actions, les obligations et les ETF. Donc on va les définir pour que ça soit un petit peu plus clair. Qu'est-ce qu'une action? Alors une action, c'est tout simplement un titre de propriété que vend une entreprise. Donc on va prendre un cas simple. Demain on a l'entreprise Apple. Apple souhaite finalement se lancer dans l'aérien. Donc ils ont besoin d'argent pour acheter des avions, etc. Ils ont trois solutions Apple. La première solution, c'est tout d'abord de faire appel à leurs fonds propres, de se dire ok, on a gagné tant de millions, de milliards cette année, on a de l'argent et on va l'investir directement dans notre projet aérien. Ça, c'est la première solution pour Apple. La deuxième solution, c'est le crédit bancaire. Apple peut décider aussi d'aller à la banque et de faire un crédit pour cet investissement. Le souci pour eux, c'est qu'ils vont avoir réellement quelque chose à devoir à la banque. Ils vont payer des mensualités plus des intérêts. Ensuite, ils ont la troisième solution, c'est de vendre des actions. Donc les actions, c'est une partie de leur capital qui est vendue sous forme d'actions à des investisseurs. Alors des investisseurs, ça peut être des particuliers ou des professionnels. Et si on prend le cas d'Apple, s'ils vendent des actions, ils vont pas devoir d'argent ou de crédit ou de mensualité à quiconque. Ils vendent juste une partie du capital de l'entreprise sous forme d'actions à un particulier ou à des professionnels. Et donc là, il y a des personnes qui peuvent décider d'acheter une action pour finalement leur investissement. L'idée derrière, comment on gagne de l'argent avec l'investissement boursier, pour la majorité des investisseurs, c'est d'acheter des actions qui ont un potentiel de monter dans le futur par rapport au projet, à l'évolution de l'entreprise, et potentiellement de les revendre quelques années plus tard plus cher. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'entreprises qui versent des dividendes, donc c'est des revenus qui vont verser chaque année en fonction des bénéfices qu'ils ont réalisés, et ça permet de se créer aussi un petit revenu complémentaire. Donc ça, c'est les actions. Ensuite, on a les obligations. Alors là, on n'est pas sur un titre de propriété comme les actions, mais on est sur un titre de créance. Donc on est sur une créance. C'est quoi la différence? C'est plus qu'on est sur un emprunt, où globalement, on va avoir des entreprises et des États qui vont décider de faire un emprunt auprès d'un investisseur, encore une fois particulier, professionnel, au niveau de la bourse. Donc là, pour le coup, on peut avoir des États. Contrairement aux actions, l'État français ne peut pas vendre d'actions. Ils n'ont pas d'actions à vendre. L'État, peu importe quel pays, n'a pas d'actions à vendre. Par contre, ils peuvent émettre des obligations, comme l'État français. Si demain l'État français, imaginons, souhaite 80 milliards pour un plan de relance de l'économie. Pareil, l'État a plusieurs solutions. Faire un emprunt directement auprès des banques, sinon ils ont leurs fonds propres, s'ils ont de l'argent, mais bon, l'État est endetté, donc cette solution n'est pas possible. Et ils ont cette solution de se dire aussi, tu sais quoi, on va émettre des obligations sur les marchés financiers et comme ça, on aura des particuliers qui vont acheter nos obligations. Alors comment ça se passe une obligation? Pour vraiment que ça soit le plus compréhensible possible, une entreprise, lorsqu'elle émet des obligations, imaginons l'État français, Macron émet des obligations et il y en a pour 80 milliards. Ce qui va se passer, c'est que du coup, il y a 80 milliards d'obligations que les particuliers professionnels et aussi investisseurs, peu importe le style de la personne, vont pouvoir finalement acheter. Et par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de l'année, ils vont recevoir pas un dividende de la part de la personne qui a créé cette obligation, mais ils vont recevoir un coupon. Donc c'est à peu près le même système qu'un dividende. C'est un coupon qu'ils reçoit en fin d'année en fonction du montant investi dans des obligations. Et l'État, l'avantage, c'est comme pour le crédit, elle n'a pas à rembourser chaque mois les personnes qui ont investi dans les obligations. Elle verse juste le coupon à la fin de l'année. Et par contre, à la fin de l'échéance des obligations, elle reverse directement le capital total. Comme ça lui permet d'emprunter sans finalement se dire ok, tous les mois en fait j'ai une mensualité et je dois de l'argent aux investisseurs. Je sais que je dois de l'argent uniquement à la fin de l'échéance. Donc ça, c'est les obligations. Ensuite, on a les ETF. Alors les ETF, c'est très spécifique, c'est assez nouveau. Alors assez nouveau, c'est que ça date, je crois, de 2010-2012. Donc c'est quand même assez récent, mais c'est quelque chose qui est assez formidable pour les investisseurs particuliers et même les professionnels qui investissent de plus en plus dans des ETF.
Alors les ETF, ce sont des fonds qui vont être des lots d'actions, donc qui vont se composer de plusieurs actions d'entreprises à l'intérieur, qui ont pour objectif de suivre un indice boursier. Alors, qu'est-ce qu'un indice boursier? Je pense que vous avez tous déjà entendu parler du CAC 40 en France. Alors le CAC 40 en France, qu'est-ce que c'est? C'est les 40 plus grosses capitalisations françaises. Et lorsqu'on achète un ETF, on peut acheter un ETF qui va suivre un indice, et vu que le CAC 40 est un indice, on pourrait acheter un ETF CAC 40. C'est-à-dire que cet ETF va se composer des 40 entreprises du CAC 40 et va suivre exactement la performance du CAC 40. Donc là, j'afficherai à l'écran une image de l'évolution du CAC 40. Et ben on pourrait reproduire cette évolution à travers tout simplement un ETF CAC 40. Mais c'est le cas pour d'autres indices, parce que les ETF vont suivre des indices, donc on pourrait prendre aux États-Unis le S&P 500, qui se compose de 500 capitalisations américaines, des 500 plus grosses capitalisations. Donc on va avoir Alphabet, Facebook, on aura quoi? On aura Tesla, on aura plein d'entreprises, les 500 plus grosses, McDonald's, Burger King, KFC, etc. Et tout ça, on peut tout simplement le reproduire avec un ETF. Donc le gros avantage qu'on aura derrière ça, c'est la diversification. Parce que lorsqu'on achète une action d'entreprise, imaginons Apple, on ne sait pas si Apple existera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Peut-être que ça fera comme BlackBerry et Apple sera inconnu au bataillon et aura fait faillite dans 10-15 ans. À l'inverse d'un ETF, vu qu'on est très diversifié, on est exposé sur 100 entreprises, 500, voire plus. On a même des ETF sur le monde entier, comme un ETF monde, où il y a plus de 1600 capitalisations, les 1600 plus grosses entreprises. Donc du coup, là, on a 1600 entreprises. Donc ça permet vraiment d'être diversifié sur le monde entier. Donc c'est ça le gros intérêt. Et en dernier point, aussi un des gros intérêts pour les ETF, c'est qu'il y a très peu de frais. Et aussi, en passant, si une entreprise fait faillite dans un ETF, imaginons le S&P 500, on a l'entreprise Apple à l'intérieur. Si Apple fait faillite parce que ils ont plus d'argent, ils doivent tout liquider, ils ont perdu trop d'argent à cause finalement de leur projet aérien. On va prendre le cas, je ne sais pas si Apple fait de l'aérien, c'est encore une fois pour un exemple. Pour le coup, l'entreprise qui gère l'ETF, qu'on va appeler un émetteur, va tout simplement retirer Apple de l'ETF et va la remplacer par une entreprise qui performe plus. Donc c'est ça le gros avantage. Donc pour récapituler, sur les marchés financiers, on peut acheter des actions, des obligations, on peut acheter aussi des ETF, on peut aussi acheter des matières premières. Donc ça c'est assez spécifique, c'est pour ça que dans cette vidéo je ne vais pas forcément l'aborder. Par contre j'ai d'autres vidéos sur la chaîne si vous voulez en rapport avec les matières premières. Maintenant, par quel support investir? Que ce soit pour investir en actions, en obligations, en ETF, on va avoir 3 solutions que je vais vous présenter. La première solution, c'est le PEA, qui est le plan épargne action. Ensuite, on va avoir le CTO, qui est le compte titre ordinaire. Et en troisième solution, on aura l'assurance vie. Alors dans cette vidéo, on va pas se pencher sur l'assurance vie, car très souvent, on a beaucoup de frais. Donc on va s'orienter uniquement, exclusivement sur le PEA et le compte titre ordinaire. Alors le PEA, il s'adresse exclusivement aux résidents fiscaux français. Donc si on n'est pas résident fiscal français, pour le coup, le plus intéressant, ce sera directement le CTO. Le PEA, c'est quoi ses avantages et ses inconvénients? C'est qu'il permet tout d'abord d'investir sur les marchés financiers, dans des obligations, dans des actions, dans des ETF. Et son avantage, c'est qu'au bout de 5 ans, on sera exonéré d'impôts sur son PEA. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginons, on a acheté avec son PEA une action Airbus. Une action Airbus à 100 euros. Et que dans 10 ans, cette action Airbus coûte 200 euros. Donc on a réalisé, si on vend, une plus-value de 100 euros. Et lorsqu'on a un PEA, on ne va pas payer d'impôt dessus à la revente, on aura uniquement les prélèvements sociaux à payer, qui en France sont de 17,2%. Donc on aura sur ces 100 euros, 17,2% à payer, soit 17,2 euros. Donc ça, c'est le gros avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on sera majoritairement limité à l'espace européen. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas investir si on le souhaite, imaginons, sur une action Apple, sur une action, imaginons, Burger King. Ça, c'est pas possible avec un PEA, c'est limité à l'espace européen. Il y aura uniquement des ETF sur lesquels on pourra investir sur d'autres marchés qui ne seront pas forcément européens, mais ce sera des ETF à réplication synthétique, donc je pense qu'on en parlera un peu plus tard, et d'ailleurs j'ai fait des vidéos à ce sujet. Mais voilà, en principe, il faut garder que le PEA a ce gros avantage qui est au bout de 5 ans d'être imposé uniquement sur les prélèvements sociaux, donc pas d'impôt directement sur le revenu, juste le prélèvement social à 17,2%, qui est un avantage de taille. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'on est majoritairement limité à l'espace européen au niveau des investissements. Au-delà de ça, avant ces 5 ans, il n'est pas possible de retirer son argent. On peut vendre ses positions, mais pas retirer son argent, parce que sinon, ça clôture le PEA et on ne bénéficie pas de l'avantage fiscal. Donc, voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Ensuite, on va avoir du coup en deuxième point le compte titre ordinaire. Le compte titre ordinaire permet d'investir partout dans le monde. Donc là, que ce soit sur des ETF du monde entier, des ETF qui vont suivre le S&P 500, que ce soit au-delà de ça des entreprises individuelles. Là, on peut investir sur Apple, sur n'importe quelle entreprise, même des entreprises chinoises, des entreprises thaïlandaises, des entreprises d'Asie, des entreprises
de tous les pays, c'est possible avec un CTO. Par contre, le revers de la médaille, et c'est le désavantage du CTO, c'est qu'on sera imposé par contre à 30% au lieu de 17,2%. C'est-à-dire qu'on aura les prélèvements sociaux à 17,2% et au-delà de ça, on aura l'impôt à 12,8%, ce qui fait une flat tax à 30%. Donc on a ce désavantage qui est finalement l'impôt, contrairement au PEA où on n'a plus d'impôt au bout de 5 ans. Par contre, on n'a pas de durée limite de détention, on n'est pas obligé de se dire ok, je peux pas revendre et retirer mon argent au bout de 5 ans ou au bout d'un an. Avec le CTO, c'est libre, c'est-à-dire qu'on peut vendre demain et se dire ok, je vends et on n'est pas embêté, ça ferme pas le CTO, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on peut investir partout dans le monde. Donc en fait, c'est beaucoup plus flexible. Donc c'est pour ça que l'idéal souvent, c'est d'avoir les deux, d'avoir un PEA pour investir potentiellement sur les marchés européens, comme sur la France, où on bénéficiera d'un avantage fiscal si on détient son PEA au minimum 5 ans. Donc si on a un investisseur long terme, en général, c'est le cas. Et par contre, si on souhaite investir sur les marchés étrangers, pour le coup, il vaut mieux passer par un CTO parce que ça permet d'investir partout dans le monde et c'est beaucoup plus flexible. Par rapport aussi au PEA, il y en a plusieurs en France. Donc il y a Bourse Direct, il y a aussi ING Direct et il y a aussi Boursorama. Moi personnellement, je suis chez Boursorama, c'est pas mal. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. C'est un lien de parrainage qui vous donne droit, je crois, à 80 € offerts à l'ouverture du compte. Et ensuite, l'ouverture du PEA est gratuite. Par contre, il y a des frais qui sont quand même assez importants sur Boursorama. Donc il faut le prendre en considération. Et pour le CTO, moi je vous conseille, et là sans hésiter, c'est Trade Republic parce que aujourd'hui, c'est un courtier qui est excellent par rapport surtout à ses frais, qui peuvent être de 0 € sur quand on achète certaines actions et certains ETF. Donc, je vous montrerai ça certainement à la fin de la vidéo sur ma méthode d'investissement que j'utilise. Et pareil, je vous mettrai mon lien en description qui vous donne droit à une action offerte jusqu'à 200 € à l'ouverture de compte. Donc, à l'ouverture du compte, il y a une action offerte. Je crois qu'il y a Amazon, Tesla, Netflix, Microsoft, Disney. Il y a pas mal d'entreprises et c'est une parmi des grandes entreprises qui est offerte à l'ouverture du compte. Du coup, après cette partie-là, on va passer maintenant au risque de l'investissement en bourse. Et ça, c'est des points aussi qui sont hyper importants de prendre en considération. Déjà, si on veut investir en bourse, ce que je conseille, c'est d'investir uniquement de l'argent dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire que l'argent pour payer son loyer, de l'argent pour se nourrir, de l'argent pour partir en vacances, cet argent ne doit pas être investi en bourse. Pourquoi ? Parce qu'en bourse, on a un risque de perte. Et c'est très souvent quelque chose qui n'est pas mis en avant. On a l'impression que la bourse, c'est génial, ça fait que monter, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de chute. C'est pas le cas. Il y a des risques en investissant en bourse. C'est pour ça que de manière générale, il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin, avoir toujours une épargne de précaution qui nous permet de se dire, ok, cet argent que j'ai en bourse, j'ai pas besoin de le retirer, je peux le laisser. Parce que ça, c'est une règle de base. Mais si on investit en bourse, c'est sur le long terme. Et on a beaucoup plus de chances de gagner de l'argent sur le long terme que sur le court terme en essayant d'acheter aujourd'hui et de revendre demain. Ça, c'est ce qu'on appelle du trading. Et les rapports de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, sont clairs à ce niveau-là. Il me semble que c'est 85% des personnes qui investissent en bourse qui perdent de l'argent en faisant du trading. Donc le trading, c'est quelque chose à éviter. Il faut de manière générale toujours investir de l'argent dont on n'a pas besoin directement. Au-delà de ça, investir sur le long terme et se servir d'outils qui permettent de diversifier nos investissements, comme les ETF qui permettent de diversifier sur plusieurs entreprises. Donc les risques, c'est principalement ça. Et c'est aussi finalement d'acheter une action d'une entreprise. Imaginons d'acheter l'action Apple et que l'action Apple qu'on a acheté 150 € fasse faillite et que dans quelques années, Apple, du coup, ça vaut 0 parce que ça fait faillite. C'est un risque aussi, on se dit ça peut pas arriver. Tout est possible. Les entreprises qu'on connaît aujourd'hui peuvent faire faillite, donc c'est un risque. Et pour limiter ce risque, toujours diversifier et pas mettre tout son argent dans uniquement une seule entreprise. Plus se dire, ok, je vais acheter un petit peu des obligations d'État, je vais acheter aussi un petit peu d'actions, mais de manière légère, je vais acheter des ETF diversifiés. Maintenant, je vais vous partager ma méthode d'investissement. Alors, comme on l'a vu, on peut investir sur des actions individuelles, des obligations d'État, des obligations d'entreprise, des ETF diversifiés. Et dans mon cas, personnellement, j'investis exclusivement sur des ETF afin d'être diversifié un maximum possible. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon portefeuille, dans quoi j'ai investi. Et je vais aussi vous montrer comment on peut acheter un ETF très simplement qui va suivre un indice comme le S&P, le CAC 40, etc. Je vais mettre mon mot de passe. Tac, alors là je suis sur mon application, alors j'ai accès à mon portefeuille, on peut voir que j'ai 1295 €. Si je descends ici, j'ai mes investissements avec la performance journalière. Donc je peux voir tout en haut, j'ai le MSCI World, alors ça c'est un ETF monde où il y a 1600 capitalisations. Aujourd'hui je perds 40 centimes dessus. Ensuite j'ai un peu d'or, c'est 62 centimes, alors ça c'est des matières premières pour le coup. Ensuite j'ai un S&P Equal Weight, alors ça ce sont les 500 plus grosses capitalisations américaines. La seule spécificité avec lui qui est en dessous, le S&P 500 € tout court, c'est que
le equal weight, en fait, toutes les 500 entreprises ont la même pondération. Parce que les ETF, finalement, à l'intérieur, c'est par capitalisation qu'ils vont avoir une importance. Si on prend le cas d'Apple, sur le S&P 500 euros, entre parenthèses ACC, où je suis à moins 20 centimes, et ben à 7%, c'est le Apple dans cet ETF. Et après, on a Facebook, Instagram, etc. Par contre, sur le Equal Weight, en fait, c'est 500 entreprises, donc c'est 100% divisé par 500, et chacune des 500 entreprises a le même pourcentage, peu importe la capitalisation qu'elles ont. Ensuite, j'ai d'autres ETF, le Nasdaq 100, j'ai aussi un petit peu les marchés émergents, et j'ai aussi une action Microsoft. Donc si je monte un petit peu, si je veux acheter, imaginons un ETF, il suffit de cliquer ici. Ensuite, là, j'ai les actions populaires. Alors moi, je n'achète pas d'actions individuelles, j'achète exclusivement des ETF, donc on peut les voir ici. Donc en fait, là, ils sont triés par popularité. Alors le truc, c'est comme on peut le voir, il y en a sur Trade Republic, il me semble 1030 ou 1060. Donc si on doit les chercher de cette manière, c'est un enfer. Donc c'est pour ça que moi, je me sers des filtres, juste ici. Là, je vais faire plan d'investissement programmé parce que ça permet d'avoir aucun frais. Donc moi, c'est vraiment ce que je veux. Je descends, secteur, je ne vais pas toucher. Juste la région, pour le coup, moi, je veux un ETF français. Donc je vais me mettre sur la France et je veux un ETF CAC 40. Donc là, on a les indices. En France, on a le CAC 1000 et CAC 40. Je vais cliquer sur CAC 40. Ensuite, je vais cliquer sur Lyxor. Alors là, on a des émetteurs. Amundi, Lyxor, Xtrackers, ce sont les entreprises qui créent ces ETF. Pour l'exemple, je vais prendre Lyxor, afficher les deux résultats. J'en ai deux qui s'affichent, un avec entre parenthèses ACC et un avec entre parenthèses DIST. Donc ACC, c'est qu'ils ne versent pas de dividendes. Parce que comme on l'a vu, il y a des entreprises qui versent un dividende qui est un pourcentage de leurs bénéfices chaque année aux actionnaires, c'est-à-dire aux investisseurs qui ont des actions chez eux. Pour le coup, on a le premier, c'est ACC, donc il ne verse pas de dividendes, il est réinvesti directement au sein de l'entreprise. Donc ça permet d'avoir une performance qui est plus importante. Là, on peut le voir, si imaginons, je me mets sur un an. Le CAC 40 a pris 17,69 pour le ACC. Et si je me mets ici, sur un an, ici, on est à 13,39. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a ici des dividendes qui ont été versés et dans l'autre, non. Donc ça dépend de ce qu'on préfère. Moi, dans mon cas, je préfère investir dans un ETF ACC qui ne verse pas de dividendes et ça me permet de potentiellement avoir une hausse plus importante sur le long terme pour pouvoir revendre plus tard dans... Moi, j'ai une optique vraiment long terme, c'est revendre dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans des ETF. Et donc, du coup, ça serait potentiellement avoir une plus-value plus importante. Donc, on va prendre le cas du premier, ACC. Donc là, je peux voir que sur un jour, il est baissier, il a perdu 53 centimes. Sur un mois, il est à moins 8%. Sur un an, il est à 17,71. Donc on peut soit ici descendre et avoir les différentes informations. Donc émetteur Lyxor, c'est la société qui a créé cet ETF. Ensuite, le TER, c'est un frais de gestion annuel que va prendre l'émetteur, qui est Lyxor, pour gérer les entreprises au sein de l'ETF. Donc les 40 entreprises, c'est lui qui va automatiquement acheter, vendre pour avoir exactement et suivre exactement l'indice CAC 40. Ensuite, on peut soit l'acheter directement ici, donc dire qu'on en veut un ici, et ensuite on a le prix du marché, je fais suivant, et là le truc c'est que si je fais acheter maintenant, je vais payer 1 € de frais. Donc moi, franchement, c'est pas ce que je fais parce que j'ai pas envie d'avoir de frais du tout sur mon compte titre. Donc pour pas avoir de frais, je sors d'ici, et en fait, il faut juste cliquer sur en dessous, créer le plan d'investissement programmé, et là lui dire je veux qu'il investisse, imaginons, on va rester sur une fois par mois, et je veux qu'il investisse en milieu de mois, on va dire pour l'exemple 10 €. Tac. Et le mieux, c'est ça, c'est de commencer l'investissement avec vraiment des tout petits montants, 10 €, 5 €. Et après, petit à petit, pourquoi pas de monter, mais jamais de mettre beaucoup d'argent au début lorsqu'on n'a jamais investi. Donc du coup, 10 €, créer le plan d'investissement programmé et plan d'investissement programmé créé. Et ensuite, si je clique ici, sur les deux petites flèches, je peux voir qu'il est tout en bas. CAC 40, ACC, qui est juste ici, 10 €, donc il investit dans 15 jours. D'ailleurs, on peut voir dans quoi j'investis aussi à côté. Donc moi là, les autres, ils vont se déclencher dans un jour. Donc ça permet finalement de se créer une certaine diversification des ETF et c'est pour ça que je préfère investir là-dedans. Et ce qui peut être pas mal au début, c'est de se créer une certaine allocation qui est un petit peu diversifiée avec des ETF français, des ETF pays émergents, des ETF américains. Moi personnellement, vous voyez ce que je fais, c'est pas des conseils en investissement, je vous partage juste mon portefeuille pour que ça puisse potentiellement donner des idées. Donc voilà les amis pour à peu près cette vidéo sur comment commencer l'investissement en bourse. Donc tout d'abord, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'une action, une obligation, un ETF pour savoir sur quoi se pencher. Au-delà de ça, on a vu après quelle plateforme utiliser. Donc sur le PEA, on a Boursorama
qui est très bien, mais qui a pas mal de frais, mais je trouve qu'ils sont quand même très bien malgré le fait qu'il y ait des frais. Et Trade Republic pour le compte titre, qui est pour le coup, lui, excellent, parce qu'on peut avoir, à travers les plans d'investissement programmés, comme on a vu, 0 € de frais, surtout qu'on peut les supprimer à tout moment. Donc c'est pas, on est engagé pendant 6 mois sur un plan d'investissement. Non, on peut le supprimer à tout moment, donc ça reste intéressant. Ensuite, les risques, on les a vus aussi. Il y a des risques au niveau des actions individuelles, d'avoir une action qui fasse faillite et donc du coup de perdre tout son argent. Sur un ETF, ça peut être la même chose. Si toutes les entreprises, imaginons du CAC 40, les 40 entreprises françaises les plus grosses font faillite, c'est pareil, on peut perdre aussi tout son argent. Bon, après, il faut être aussi un petit peu réaliste. Il y a des faibles chances que 40 entreprises ou 60 ou 500 comme le S&P 500 fassent faillite, en sachant qu'il y a des très très grosses boîtes à l'intérieur. Et après, on a vu du coup les méthodes d'investissement. Donc moi, j'utilise une méthode qui utilise uniquement des ETF très diversifiés afin d'avoir une diversification le plus possible. J'investis un petit peu dans les matières premières, un petit peu aussi finalement dans des ETF qui vont être à l'étranger, donc principalement des ETF américains dans mon cas. J'investis aussi sur les pays émergents, donc sur des économies aujourd'hui qui sont pas les plus grosses économies, mais qui ont un potentiel de développement hyper important, comme la Chine, l'Asie, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura permis d'avoir une idée globale de l'investissement en bourse. Je vous conseille de regarder plein de vidéos sur le sujet, il y a plein de contenus. Je vous mettrai les liens pour ceux que ça intéresse, pour Boursorama pour avoir 80 € offerts à l'ouverture de son compte pour ouvrir un PEA, et Trade Republic pour avoir une action offerte jusqu'à 200 € à l'ouverture de son compte. Donc c'est une action d'une très grande entreprise. Et si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire et je remets ça dès que j'ai un petit moment. Je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous et ciao!